Bienvenue chers téléspectateurs dans l'interview d'Africa 24. Notre invité est incontournable dans le secteur hôtelier africain. Il s'agit de Mossadegh Bally. Soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes le président du groupe Azalaï et nous allons discuter de vos activités à travers plusieurs questions. La première est posée sur cette table. Est-ce que vous pouvez la lire s'il vous plaît, à voix haute? Comment se porte le groupe Azalaï en 2016? Ma foi bien, je dirais, puisque nous venons d'ouvrir notre 8e unité, Azalaï Hôtel Marhaba à Nouakchott, qui est ouvert au public depuis 2 semaines maintenant et que nous allons inaugurer le 17 mars. Et d'ici 2-3 mois, nous allons aussi ouvrir notre unité à Abidjan, Azalaï Hôtel Abidjan, qui va être notre plus gros porteur puisque ça va être un hôtel de 200 chambres. Donc je dirais que 2016 se présente sous de bons auspices. Vous êtes installé dans des pays qui ont connu des troubles ces dernières années. Burkina Faso, Mali par exemple. Comment avez-vous su ou comment avez-vous essayé de justement gérer ces situations qui sont liées parfois, comme on l'a vu au Burkina Faso, à des attaques terroristes, à des menaces terroristes? Oui, il est vrai que nous avons traversé ces dernières années des périodes assez difficiles. Les coups d'État au Mali, en Guinée-Bissau, l'insurrection au Burkina Faso, l'attaque terroriste du Radisson à Bamako. Cela prouve quand même que nous sommes un groupe résilient. Je pense que c'est dû au fait aussi que nous avons fait le pari de disperser le risque de façon géographique. Donc ça nous conforte dans notre développement stratégique qui est d'être dans tous les pays de l'UEMOA, ensuite dans les pays de la CEDEAO et peut-être même aller au-delà, pourquoi pas aller en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Je pense que si en 2012 nous n'étions qu'au Mali, nous aurions eu de grosses difficultés. Vous avez dû fermer? Nous avons dû fermer 2 unités après le coup d'État en 2012 au Mali. Et si nous n'étions qu'au Burkina Faso, il n'y aurait plus de groupe Azalaï aujourd'hui, puisque notre unité malheureusement a été saccagée pendant l'insurrection populaire d'octobre 2014. Et l'hôtel est toujours fermé. Nous espérons très bientôt démarrer les travaux de rénovation. Donc nous savons que nos pays sont assez fragiles politiquement et que chaque pays peut basculer à tout moment. Et d'où notre stratégie qui est d'accélérer notre développement. Comme ça, nous pouvons disperser les risques sur l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest pour l'instant. Donc disperser les risques pour équilibrer la balance, c'est ça votre stratégie? Parce oui, que ça a un coût quand même de rénover ou de réhabiliter à chaque fois. À des coûts énormes. Au Burkina Faso, nous avons perdu quand même quelques milliards et nous allons devoir réinvestir des milliards pour rénover l'hôtel. Mais nous avons la volonté, nous avons l'ambition de le faire et nous allons le faire. Nous pensons que ce sont des crises qui sont plus conjecturelles qu'autre chose et qu'à long terme, notre stratégie d'investissement va être payante. Lorsqu'on a la volonté d'affronter ces obstacles-là, dans le long terme, c'est payant. Mais c'est vrai que... Oui, mais par exemple, au Burkina Faso, combien d'années vous faudra-t-il pour un retour sur investissement? Oui, plusieurs années, puisque malheureusement, au moment où l'hôtel a été saccagé, nous venions juste de finir de rembourser nos dettes. Et donc, nous commencions vraiment à récolter les fruits de notre investissement. Et donc, l'hôtel a été saccagé, il est fermé. Donc, c'est dommage. Ces menaces ne vous ébranlent pas? Et ça ne nous ébranle pas, même si on est quand même très prudent. Quand nous faisons nos plans d'affaires, quand nous faisons nos prospections, quand nous faisons nos études de marché, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes quand même obligés de tenir compte de ces risques, je dirais, nouveaux, de ces risques d'instabilité politique, de ces risques terroristes plutôt aujourd'hui. C'est plus des risques terroristes que des risques d'instabilité politique. Donc ça nous amène quand même à être beaucoup plus prudents, c'est clair. Est-ce qu'il y a certains pays justement dans lesquels vous vous dites que vous ne vous installerez pas, au vu du contexte politique par exemple? Aujourd'hui, franchement, dans notre zone de prédilection, qui est pour l'instant l'Afrique de l'Ouest, nous ne voyons aucun pays où nous pourrons dire cela. Nous pensons que tous les pays ont un potentiel. Nous sommes dans une industrie où les besoins sont énormes.
la demande est beaucoup plus élevée que l'offre de chambres d'hôtel. Or, construire un hôtel, ça prend du temps. Entre-temps, la demande se développe. Donc, en Afrique de l'Ouest, il n'y a aucun pays qui pourrait, disons, avoir le label zone rouge. Pour vous dire, il y a même des pays post-conflit comme la Sierra Leone et le Libéria qui nous intéressent et où nous allons démarrer bientôt des prospections. Plaquette suivante, s'il vous plaît. Vos hôtels répondent-ils réellement aux normes internationales? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Je pense que vous connaissez nos hôtels. Nous, en tout cas, quand nous faisons nos plans, nous demandons aux architectes de tenir compte des normes internationales, des standards internationaux. Aujourd'hui, nous sommes dans le segment affaires, nous ne sommes pas dans le segment loisirs. Nous savons exactement ce que recherche un voyageur international quand il vient dans un hôtel et nous essayons de lui donner cela. Cela passe par le design de la chambre, la surface de la chambre, ensuite... Des chambres de grande surface d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on relève très souvent. Oui, même si aujourd'hui ça diminue parce que les coûts de construction aussi sont très élevés, donc nous essayons d'harmoniser un peu tout cela pour pouvoir quand même réduire les coûts de construction parce que le voyageur international, il cherche une chambre confortable, une douche qui fonctionne, surtout Internet qui marche. Parce que justement, on va pointer du doigt certains détails. Vous avez parlé d'Internet. Et certains clients se plaignent effectivement de ne pas avoir en continu accès à Internet dans la chaîne, que ce soit au Mali ou dans d'autres pays. Est-ce que la faute est imputable par exemple aux opérateurs ou alors c'est un effort à faire à votre niveau? Je dirais les deux, mais surtout imputable à l'infrastructure du pays. Malheureusement, dans la plupart de nos pays, nous n'avons pas du très haut débit ou quand nous l'avons, c'est très instable. Quand un opérateur vous dit « je vous vends 10 mégas », en réalité, vous ne l'avez pas. Et nous faisons des tests. Nous avons nos informaticiens qui font ces genres de tests. Il y a des pays où nous sommes nous-mêmes obligés d'investir dans des infrastructures privées, ce qu'on appelle les VPN, pour pouvoir avoir Internet à bon niveau. Il y a des pays où ce sont les sociétés étatiques qui ont un monopole sur Internet, donc la qualité n'y est pas. Donc, dans la plupart des pays, quand il y a ce genre de problème, c'est dû vraiment à l'infrastructure du pays, plus à l'infrastructure du pays qu'à l'infrastructure dans l'hôtel, parce que finalement, l'infrastructure dans l'hôtel, il est assez facile à mettre en place. Ce sont des routeurs qu'on met en place ou parfois on amène la fibre optique. Mais quand le client n'a pas le débit qu'il recherche ou bien le débit auquel il est habitué en Europe ou aux États-Unis, il a tendance à dire c'est l'hôtel, alors que ce n'est pas du tout l'hôtel, c'est la connexion même, le backbone du pays qui est très lent. On reste dans les nouvelles technologies. Pour cette clientèle internationale, justement, les réservations se font en ligne. Et là encore, certains de vos clients se retrouvent dans des situations, ils arrivent dans les hôtels, on fait des réservations en ligne et n'ont pas de chambre. Est-ce qu'il y a un manque de réactivité à ce niveau-là? Alors, s'ils n'ont pas de chambre, ça veut dire qu'en amont, la réservation, le système n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons un site internet sur lequel on peut réserver et payer. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Ensuite, il y a maintenant un an, nous avons rejoint un regroupement d'hôteliers indépendants qui s'appelle World Hotels, qui a un système de distribution qui est de classe mondiale, puisque c'est quand même un regroupement de 500 hôteliers indépendants, de chaînes hôtelières indépendantes. Ils ont développé toute une plateforme et cette plateforme nous permet à nos clients maintenant de réserver en ligne, de payer et d'avoir une chambre sécurisée. Dernier point, la question de l'entretien et de la rénovation de certains hôtels, notamment les plus anciens. Est-ce que cette question-là vous tient à cœur? Est-ce que vous essayez justement de répondre à certaines attentes? On parle parfois de moquettes. Absolument. Voilà, ça revient très souvent d'ailleurs. Tout à fait. Alors, un hôtel a plusieurs vies. Et donc, lorsque vous rénovez ou vous construisez un hôtel, au bout d'un certain temps, en général c'est entre 10 et 15 ans, il faut rénover. Et nous, ça fait partie effectivement de nos stratégies. D'ailleurs, nous avons commencé les travaux de rénovation et d'extension d'Azalai Hotel Salam à Bamako, qui est pour l'instant notre unité phare. Donc nous allons totalement rénover cette unité et accroître sa capacité. Nous allons quand même y investir 9 milliards de francs CFA. Comme je l'ai dit, nous allons faire la même chose à Ouaga avec l'hôtel Indépendance.
Nous avons déjà fait deux rénovations au Grand Hôtel. Oui, nous avons chaque année un pourcentage de chiffre d'affaires d'un hôtel qui va à la maintenance courante. Et ensuite, nous essayons de rénover les hôtels chaque 10 ans. Donc, c'est un combat permanent et nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut maintenir ces hôtels-là pour améliorer la qualité de service. Et enfin, la question joker. Comment pensez-vous pouvoir faire face à la concurrence? On a parlé de chaînes d'hôtels internationales, justement, qui ont plus de moyens, qui ont parfois plus de financement, qui proposent plus de services aux clients. Comment vous, chaîne hôtelière africaine, tentez justement de faire face à cela? Nous, on a une originalité. Nous sommes une chaîne hôtelière panafricaine qui a vu le jour en Afrique et gérée par des Africains. Lorsque nous faisons le design de nos hôtels, nous essayons de mettre l'Afrique dans nos hôtels pour que quand un client vient de Tokyo ou de Paris, il se sente quand même en Afrique, il ne se sente pas dans un hôtel lambda dans un pays développé. Nous essayons aussi de mettre en avant cette hospitalité. Nous avons quand même ce capital d'être, disons, une chaîne hôtelière africaine et je pense que les clients aiment ça. Ils retrouvent un rapport qualité-prix qui est meilleur puisque nous avons quand même des tarifs qui sont en dessous des tarifs qui sont pratiqués par les chaînes internationales. En plus de payer moins cher, on a aussi ce côté, je dirais, africain dans nos hôtels. Et on a aussi un service de qualité. Parce que quand vous dites il y a plus de services, je ne suis pas très sûr, il y a peut-être plus de marques, plus de marketing, plus de visibilité au niveau des chaînes internationales. Ce qui rassure le voyageur international en disant je connais telle marque, donc je vais naturellement y aller. Mais ce n'est pas sûr qu'en y allant, il va retrouver les services qu'il retrouverait ailleurs. Parce que ce qu'on a aussi constaté, c'est que la qualité du service que ces chaînes internationales donnent dans leurs hôtels en Europe, aux États-Unis, est sensiblement supérieure à ce qu'ils donnent sur le continent africain. Nous, notre pouvoir d'attraction, c'est ce côté quand même hospitalité africaine, délivrée par des Africains dans un environnement africain, mais avec des standards internationaux. Et ça fait 22 ans que nous faisons ça. Ça a marché et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à marcher. Merci à vous, Mossadegh Bali, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci. Et merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.